Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal pour ce nouveau numéro de Polygone. Ce mois-ci, on va s'intéresser à la mobilité du quotidien à vélo. 4 invités sont là pour faire le point sur les avancées sur le territoire de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Gaston Meyer, vice-président de la CASC en charge des pistes cyclables, itinéraires et circuits cyclables. Marc Zingraf, alors je crois que vous allez surtout vous exprimer en tant que maire de Sarreguemines, mais vous êtes aussi premier vice-président de la CASC et conseiller régional. Bastien Ferretti, chargé d'études mobilité à l'Aguram, l'agence d'urbanisme d'agglomération de Moselle, et Florent Gentil, trésorier de l'association Sarreguemines à vélo. Merci à tous les 4 de participer à cette émission. La première avancée dans ce dossier, c'est qu'une étude a été lancée, cofinancée par la ville de Sarreguemines et par la communauté d'agglo. Marc Zingraf, c'était une prise de conscience d'initier cette étude. Qu'est-ce qui vous a décidé à la lancer ? Mais tout simplement, c'est la conviction d'être dans un tournant sociétal, petit à petit. L'éco-responsabilité nous amène à penser qu'il faut qu'on réfléchisse à se déplacer différemment, que ce soit pour notre plaisir, que ce soit pour aller travailler, que ce soit pour échanger d'une manière ou d'une autre, changer de place. Eh bien, le vélo est là, il constitue un moyen absolument indispensable aujourd'hui dans le quotidien des gens et il faut en tenir compte dans l'urbanisme, dans tout ce qui peut être de la responsabilité des communes et des intercommunalités. Donc pour moi, il n'y avait pas de doute. Mais pour en tenir compte, il fallait en premier lieu passer par une étude. Absolument, parce que ça ne va pas de soi. Une petite ville n'est pas structurée, n'est pas construite pour le vélo. On sort d'un certain nombre de décennies où la voiture était reine, où tout a été conçu pour la voiture. Donc il faut retrouver une place pour le vélo. Il faut sécuriser cette place-là parce qu'on pense notamment aux plus jeunes qui l'utilisent. Et puis au quotidien, dans la cohue, dans cette évolution, dans ce tournant de société, eh bien, je crois que toutes les planètes sont alignées aujourd'hui et pour qu'on voit les choses différemment et pour qu'on puisse unir nos forces pour avancer. C'est une sacrée prise de conscience. Gaston Meyer, est-ce que c'était une évidence pour la CASC de cofinancer et de participer à cette étude ? Parce que finalement, cette étude, elle ne concerne pas l'ensemble de l'agglo, mais vraiment la ville de Sarreguemines. Pour la CASC, ça n'a posé aucun problème. Ça nous paraît même évident de s'y associer. On est tous concernés, donc il n'y a pas de raison qu'on ne s'y associe pas. C'était avec plaisir même. Alors Bastien Ferretti, c'est vous, au sein de l'Aguram, l'agence d'urbanisme d'agglomération de la Moselle, qui avez été chargé de cette étude. Du coup, est-ce que vous avez parcouru toute la ville à vélo ? Racontez-nous les différentes étapes pour mener cette étude. Effectivement, nous avons passé une semaine sur site avec 2 collègues, et notamment le collectif Sarreguemines à vélo, pour justement s'imprégner de la mobilité donc au sein de la ville de Sarreguemines. Je remercie au passage, donc on remercie en tant qu'Aguram, donc l'agence d'urbanisme d'agglomération de Moselle, la ville et la CASC de nous avoir sollicité dans le cadre de notre programme partenarial, et ainsi que Sarreguemines à vélo de nous avoir accompagnés. Donc oui, la première étape, c'était vraiment de passer du temps sur site pour se rendre compte des conditions de déplacement à vélo dans la ville. Donc on a passé 4 jours à cheval la semaine au mois de juin, et le week-end pour se rendre compte aussi des différents déplacements, tant du quotidien, que ça peut être domicile, travail ou activités en tout genre, que le week-end on a plus d'activités de loisirs, notamment en lien avec tout l'Eurovélo et le long de la Sarre, où on a un développement de la pratique qui est en plein essor, tant au niveau local que national. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de pouvoir se rendre compte, de se mettre en pleine immersion pour avoir un retour efficace d'expérience sur le terrain. Et le fait d'être en compagnie des différents usagers de Sarreguemines à vélo, c'était aussi un avantage parce que ça nous a permis de partager leur expérience, eux, du quotidien, pas uniquement sur un délai très court de 4 jours, mais au quotidien, donc toute l'année, de la pratique cyclable, de savoir un peu les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Et c'est très bien tombé puisque la semaine où nous sommes venus, le collectif organisait un rassemblement, comme celui de ce soir, où justement on a pu rencontrer les différents usagers. Donc là, c'était un panel de 40 personnes, et ainsi découvrir des itinéraires.
Donc vous êtes vraiment allé sur le terrain et vous-même à vélo pour constater, pour faire le diagnostic, quoi, du coup. C'est ça, c'était vraiment le diagnostic tant des infrastructures, mais aussi des équipements et services. Par exemple, on a rencontré l'Office de tourisme pour pouvoir tester aussi leurs différentes offres de location, notamment de services vélo. Tester le tram-train pour voir comment est-ce que dans le quotidien, si on est par exemple pendulaire avec le train ou le tram-train, est-ce que c'est facile d'embarquer son vélo ou pas? Donc voilà, l'idée c'était vraiment d'avoir un diagnostic assez exhaustif sur tous les pans de la mobilité, parce que là on a une étude qui est très centrée vélo, mais aussi ce qui est vraiment important c'est que la mobilité s'articule entre les two modes, M. Zingraf l'a très bien dit, on parle d'urbanisme, c'est l'infrastructure qui va créer les déplacements de demain et pas l'inverse. Donc en fait c'est comment on aménage notre ville et comment on articule les différents modes entre eux, les parkings, les infrastructures de déplacement, qu'on va vraiment comprendre et pouvoir permettre aux habitants et aux personnes d'extérieur qui viennent sur Sarreguemines de se déplacer autrement. Alors Florent Gentil, on l'a entendu, l'association Sarreguemines à vélo a été partie prenante dans cette étude. Vous avez même été convié au comité de pilotage, si je ne me trompe. Est-ce que vous avez pu faire remonter toutes vos demandes et pointer du doigt tout ce qui peut éventuellement clocher à vos yeux ? Alors, initialement, donc, notre histoire a commencé par la création du collectif Sarreguemines à vélo, qui est devenu une association récemment, et qui a commencé en fait par des rencontres régulières avec Monsieur le maire, ainsi que des représentants de la CASC, et ce qui a conduit à des échanges très constructifs et donc la mise en place de ce comité de pilotage pour la réalisation du plan vélo qui a donc débuté par cette étude. Donc pour le moment, nous sommes très honorés et très satisfaits justement de l'écoute et des possibilités que l'on a de pouvoir faire remonter nos difficultés, nos idées, nos projets et nos volontés. Et puis aussi ceux qui clochent. Alors Bastien Ferretti, vous allez nous en dire plus. Quel est l'état des lieux dressé dans cette étude ? Je suppose qu'il y a du positif mais aussi du négatif ? Complètement. Avant le début d'études, moi ça fait 2 ans que je suis en Moselle, je n'étais jamais venu sur le territoire de Sarreguemines. Et premier point très positif à souligner, c'est les investissements qui ont été réalisés par la CASC depuis une vingtaine d'années, où on a quand même un réseau de 200 km d'aménagement qui permettent de relier les différentes communes entre elles. Donc ça c'est vraiment intéressant au niveau intercommunal, on n'a pas ce réseau sur tous les territoires français, donc ça c'est un point important. L'écueil principal, c'est que dès qu'on entre dans la ville de Sarreguemines, qu'on arrive dans les parties urbanisées, l'infrastructure fait défaut. Et on a une organisation du réseau viaire, qui est, comme l'a très bien dit M. Zingraf au début, qui a été dédiée à la voiture, avec des axes structurants, parfois à sens unique, mais à plusieurs voies, un stationnement assez important. Et donc, quand on regarde l'aménagement des rues, on se rend compte que la place de la voiture est prédominante. Ce qui génère un sentiment d'insécurité, parfois réel, parfois c'est juste un ressenti, mais qui est important et qui ne permet pas à certaines personnes de se déplacer en vélo. L'important de l'étude, et nous, de notre accompagnement, c'est de faire comprendre que les aménagements de demain doivent permettre de sécuriser les cyclistes actuels, mais surtout d'aller chercher les personnes qui ont peur de faire du vélo. Et notamment les personnes qui ont peur de faire du vélo en toute autonomie. On pense aux enfants, on pense aux personnes plus vulnérables qui pourraient être des personnes âgées. L'important, c'est de leur offrir des conditions de déplacement qui soient sécurisées. Et donc le réseau CASC y répond parce que le réseau CASC a été en partie fait sur du site propre. On est vraiment sur des grands axes séparés, donc ça c'est une très bonne chose. Maintenant, l'important, ça va être de mailler ce réseau depuis le cœur de ville. On voit notamment le centre-ville. On a également l'Eurovélo, qui est une vitrine du territoire, plutôt aujourd'hui pour un usage de loisirs et de tourisme. Il faut dire que c'est à peu près les politiques qui ont été faites depuis 20 ans. On était plus porté sur le vélo comme un moyen de loisir et parfois de tourisme. Mais aujourd'hui, donc, on vient vraiment sur la question fondamentale de l'utilité du quotidien, les déplacements utilitaires. Et on le voit très bien, par exemple, l'Eurovélo est un très bel aménagement qui longe le centre-ville, mais pour lequel les ramifications d'accès au centre-ville sont très compliquées. Donc au final, ça fait un effet tunnel où justement on passe sur une belle infrastructure, mais où dès qu'on veut se rendre à la gare, à l'office de tourisme dans le centre-ville, les aménagements font défaut. Donc ça par exemple, voilà, l'Eurovélo est un point positif, le réseau de la CASC est un très bon point. Sur les points défaillants, donc l'organisation du réseau viaire, notamment le franchissement de la Sarre, le pont de l'Europe, le pont des Alliés, qui sont vraiment aujourd'hui très complexes. Les axes principaux, on peut citer l'avenue Foch, l'avenue Clémenceau, la rue de la Montagne, qui sont, d'autant qu'on a quand même un relief marqué sur le territoire de Sarreguemines, qui s'affranchit de plus en plus par l'électromobilité.
On pense aux vélos à assistance électrique, mais aussi aux trottinettes électriques, qui sont à prendre en compte, puisque à défaut d'aménagement cyclable, ils doivent être sur la chaussée et non sur les trottoirs. Donc tout ceci permet de s'affranchir tant du relief que des distances, et ça fait qu'on a vraiment une convergence tant entre la volonté des élus, des habitants, que le développement donc, de ces nouvelles mobilités. Et aussi, on a de plus en plus d'aides au niveau national qui permettent justement de financer la politique cyclable. Donc ça, ce sont de très bons points. Après, on va vraiment accompagner aussi là, les deux collectivités sur une politique globale. L'idée, ce n'est pas uniquement de parler d'infrastructure, même si c'est le nerf de la guerre. Ce qui est vraiment important aussi, c'est l'offre de stationnement, par exemple. Elle est insuffisante et hétérogène sur le territoire, notamment au niveau des pôles générateurs. On peut penser les pôles d'équipement, que ce soit scolaire ou sportif, ainsi qu'au centre-ville. Au sein de la zone d'activité, par exemple. Le but, ce sera vraiment d'arriver à mailler ces grands territoires. Et ensuite, on a une culture vélo qui est aussi défaillante. On est vraiment encore dans un modèle, mais ça c'est propre à beaucoup de territoires, où on a tellement développé l'usage de l'automobile qu'aujourd'hui c'est très difficile de s'en passer. Et on a des réflexes et des comportements qui ne facilitent pas la cohabitation. On l'a encore vu plusieurs fois, encore ce matin nous étions sur site, où justement les réactions entre usagers et la cohabitation ne se font pas. Et où parfois, pour certains automobilistes qui ne pratiquent pas le vélo, il est difficile de comprendre le comportement d'un cycliste, mais parce qu'on n'a pas cette habitude. L'important, ce serait d'arriver à ce qu'on ait un certain pourcentage de la population qui se déplace au moins une fois à vélo, juste pour comprendre pourquoi, par exemple, on ne roule pas spécialement à droite à cause de l'emportiérage, ou justement on se décale un peu pour ne pas se prendre une portière, ou pour ne pas rouler sur des chaussées où l'entretien n'est pas très effectif. Et ça permettrait de faciliter un peu cette cohabitation. Mais l'enjeu majeur restera quand même sur l'infrastructure. Alors Florent Gentil, tous ces constats, vous les faites au quotidien. On va parler tout à l'heure de tout ce qui est de l'extension des tracés. Mais il n'y a pas que la création des pistes cyclables et itinéraires cyclables. Il faut aussi des aménagements sur les tracés existants. Et en premier lieu, on l'a dit, pour stationner les vélos. Alors, quelles sont les choses à faire ou à ne pas faire aux yeux de l'association ? Alors, ce qui a évité... Parce que là, par exemple, on voit... Alors, si on peut remettre l'image qui était juste avant, voilà, ça, c'est à éviter, c'est ça ? Alors, donc, ce sont des pinces-roues qui portent bien leur nom. Ça simplement pince la roue, et ce qui entraîne malheureusement des déformations des roues. Mais ensuite, ça ne permet pas de sécuriser suffisamment le vélo qui est en général attaché que sur la roue avant, donc elle est facilement démontable. Donc ça abîme les vélos. Ce qui est plutôt préconisé pour pouvoir stationner son vélo, c'est au minimum un arceau en U qui est bien fixé sur le sol. Donc comme ceux-là qu'on voit devant la mairie de Sarreguemines. Voilà, ceux de la mairie sont vraiment parfaits parce qu'ils sont très lourds, on ne peut pas les déplacer et on peut fixer le cadre de notre vélo à cet arceau en U, et on peut poser le cadre du vélo à l'encontre de cet arceau en U, donc ne pas abîmer et déformer notre vélo. Et il y a l'avantage aussi quand il n'y a pas de vélo dessus, là, comme c'est le cas sur cette photo, que c'est très joli par rapport aux autres systèmes. Ok, donc ça serait plutôt ça, mais sinon, il y a mieux encore ? Alors après, ce qui est encore un petit peu mieux, c'est ce type de stationnement sous un abri couvert. Et puis ensuite, après, si on va un petit peu plus loin, c'est d'ailleurs une de nos actions, notamment sur les lieux de travail, c'est d'avoir des abris fermés, sécurisés, qu'on peut attacher. Et puis alors carrément avec une prise électrique pour brancher les vélos. Mais là... Non mais c'est bon, c'est bientôt Noël. C'est bientôt Noël. Ok. Il y a d'autres points moi qui m'interpellent à vélo. C'est par exemple sur les pistes cyclables de l'Aglo, on se retrouve parfois stoppé dans son élan par des barrières. Alors je suppose qu'elles sont là pour empêcher les voitures d'emprunter les pistes cyclables. Mais Florent Gentil, les cyclistes, ils en disent quoi de ces barrières ? Alors, à la fois, on peut comprendre les arguments et la réflexion qui ont conduit à la mise en place de ces barrières, mais c'est vrai qu'en tant que cycliste, surtout par exemple quand on a une carriole pour pouvoir amener nos enfants ou d'autres choses, eh ben, on se retrouve bloqué au niveau de ces barrières. Alors, est-ce qu'il y a d'autres alternatives possibles ? Laisser une barrière ouverte, à refaire des travaux lourds, bon, mais si pour les prochains aménagements, peut-être le prendre en compte et peut-être s'inspirer de ce qui se fait en Allemagne. Alors, c'est vrai que les Allemands peut-être n'ont pas la même éducation
et se raisonnent un peu mieux, mais par exemple, ils mettent simplement des plots en fait, fixés au milieu, ou, voilà, mais réfléchir à différents types d'infrastructures qui fait que en vélo, on ne soit pas obligé de mettre le pied à terre à chaque obstacle en fait. Oui, est-ce qu'on pourrait imaginer, parce que là par exemple on en voyait une qui vient de la gauche, une qui vient de la droite, est-ce qu'on pourrait au moins en enlever une sur deux, une d'un côté? Bon, elles sont placées de telle façon quand même qu'on arrive à passer, il est vrai. Bon, ça ralentit. Enfin, faut être bon en slalom, faut pas avoir peur de rayer son vélo, et effectivement, faut pas avoir des enfants dans une carriole derrière, ou des chiens, il y en a qui transportent les chiens aussi. C'est vrai, le vélo avec la carriole derrière, c'est différent. Le vélo en lui-même, on arrive à passer, très sincèrement. Maintenant, on peut très bien, bon, il suffirait peut-être qu'on les élargisse, on les a fait à des normes qui ont des normes reconnues. On n'est pas parti comme ça, on s'est renseigné. Les normes sont des normes AFNOR, si vous voulez. Et donc, de ce fait-là, il n'y a pas de souci, normalement, mais on peut très bien envisager et dire, bon, on les espace un peu, puis ça va tout seul. Hein. Personnellement, je m'en suis rendu compte déjà dans le Bas-Rhin, à Diemringen, dans le coin là-bas, ils sont un peu plus espacés. On passe beaucoup plus vite, c'est vrai. C'est pas fait pour ralentir, mais tu confirmes. Hein? Oui. Ce qui est important, c'est qu'on pose les premiers jalons. Après, ensuite, on est là pour jeter un regard critique, justement, sur ce qui existe, pour l'améliorer dans le temps, pour faire des propositions. Et c'est ce qui importe dans la réalité. Nous partions d'une culture du vélo quasi zéro, donc nous apprenons. Quelquefois en faisant quelques erreurs aussi, mais tout cela est perfectible et avec le temps et en jouant collectivement, je pense qu'on peut proposer de belles choses. Parce que moi, ces barrières, je les trouve aussi particulièrement dangereuses la nuit. Parce qu'en fait, on les voit au dernier moment quand on n'a pas l'habitude d'un tracé, qu'on se retrouve tout d'un coup face à ces barrières. Ça peut être surprenant. Et ça, justement, c'est aussi un autre point qui est sans doute à améliorer. Et on le ressent particulièrement en cette saison où la nuit tombe tôt, parce qu'il y a toute cette problématique de l'éclairage. Alors, je ne sais pas, moi, je n'ai pas la réponse, mais Gaston Meyer, sur un peu plus de 200 km d'itinéraires cyclables de l'agglo, est-ce que vous avez une idée combien sont éclairés ? Très peu. Ouais. Très peu. Parce que si on veut que le vélo soit aussi du transport du quotidien et notamment sur du trajet domicile-travail, il faut réfléchir aussi à cet aspect-là, à l'aspect, parfois on rentre du travail, il fait déjà nuit, en particulier en hiver. Alors je sais que c'est paradoxal parce que d'un autre côté, on n'arrête pas de se poser la question de couper l'éclairage dans les villes. Vous le faites pas dire. Et moi, je vous demande si on ne pourrait pas éclairer les pistes cyclables. Mais c'est peut-être à réfléchir aussi. Bon, après là-dessus, il y a des choses qui sont du ressort des cyclistes et je vais en profiter pour faire une parenthèse. Florent Gentil, être vu, c'est un point de sécurité crucial pour les cyclistes et justement l'association mène ce soir une opération dédiée. Voilà, donc ce soir, nous allons réaliser notre 4e rassemblement qui se veut mensuel et avec pour thème justement cyclistes briller parce qu'effectivement, en ce moment, à partir de 17h15, à peu près 17h30, il commence à faire quasiment nuit noire à 17h30 et donc il faut qu'on puisse être vu. Donc on invite tous les cyclistes à nous rejoindre et à bien porter le gilet jaune, à bien mettre des lumières sur les vélos, à mettre des bandes réfléchissantes sur les bras, bien porter le casque pour se protéger et pourquoi pas éclairer le casque. Et donc ce sera l'occasion d'échanger et même d'offrir grâce à la prévention routière et la préfecture du matériel pour que chaque cycliste puisse briller suffisamment, c'est-à-dire se faire voir par les automobilistes. Alors le rendez-vous, je suppose que c'est comme d'habitude, zone piétonne de Sarreguemines, devant l'institution Sainte-Chrétienne-la-Salle, à quelle heure ? À 18h. À 18h, ok, le message est passé. Mais revenons à cette fameuse étude. Je voudrais que vous nous disiez un petit peu quelles sont les attentes des cyclistes, et en particulier au niveau de l'association, en termes de tracé. Alors déjà, est-ce qu'il faut des pistes cyclables protégées ou bien des bandes cyclables peuvent-elles suffire? À vous de nous dire. Et quels sont les axes qui vous sont le plus demandés au sein de l'association?
Alors, nous, ce qu'on voudrait au sein de l'association, c'est donc pouvoir se déplacer à vélo en sécurité. Et donc, pour pouvoir le faire, effectivement, il faut réfléchir probablement à des infrastructures qui sont dédiées et qui sont adaptées à ce besoin. Parce que le besoin premier, c'est surtout la sécurité des cyclistes, mais la sécurité des cyclistes plus jeunes, la sécurité des cyclistes plus âgés, peut-être certains à mobilité réduite. Et donc, probablement que la réflexion à long terme se tournera, en tout cas nous c'est ce dont on rêve, c'est d'avoir effectivement une piste cyclable clairement dédiée et séparée de la voirie automobile. Mais déjà on est loin du coup des espaces partagés. Hein. Mais alors, ça dépend des endroits. Okay. Mais déjà dans un premier temps, si déjà on pouvait être visible aux yeux des automobilistes dans peut-être une première phase, le temps que les mentalités et la culture se mettent un petit peu plus en place, la culture vélo, et pour arriver à terme à des villes plus grandes comme en France, ou plus tard comme aux Pays-Bas, ça a commencé dans les grandes villes, puis les moyennes villes, et puis dans les petites villes. Donc c'est quelque chose probablement qu'il faut que chacun intègre, de dire oui, on a le droit de faire du vélo sans se faire renverser, oui, on a le droit de faire de la voiture en respect les uns avec les autres, et puis bien sûr on peut également marcher aussi. Et alors du coup, quels sont les tracés qui vous sont le plus demandés, les endroits où il y a des manques ? Alors je pense qu'on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Alors il y a vraiment une des grosses problématiques, c'est la traversée de la Sarre, c'est-à-dire de passer d'une rive à l'autre, de passer du centre-ville vers les infrastructures sportives et vice-versa. Ensuite, on a des difficultés de connexion entre un réseau cyclable périphérique très bien développé, mais parfois des blocages soudains, par exemple entre Rémelfin et Sarreguemines, au niveau du pont de Rémelfin, au niveau de la piste cyclable de la route de Nancy, pour rejoindre la ville, il y a un blocage soudain. Il y a des zones comme ça. Oui, il y a la rue de Deux-Ponts aussi. La rue de Deux-Ponts. Et puis, il y a plus flagrant, hein, il y a une piste cyclable, ou plutôt une jonction qui est particulièrement attendue. C'est entre Lixin-les-Roulins et Grosse-Bliederstroff. Alors, le premier tronçon a été livré en 2017, mais ça s'arrête net. Pour quelle raison est-ce qu'il y a une solution et à quel horizon ? Je peux vous l'annoncer là maintenant. Hein. De toute façon, en 2024, elle va être réalisée. D'accord. L'étude est faite, les dossiers sont prêts, les demandes de subvention sont faites, et donc on espère au printemps démarrer. Mais ça a pris énormément de temps. Pourquoi ? Pour la simple raison, on voulait passer par le tracé qu'on avait prévu, qui était un tracé logique, ludique, tout ça, et sécurisant. Eh bien, c'était chez les particuliers. Or, on ne peut réaliser des pistes cyclables que quand la commune est propriétaire. Je dis bien la commune. Hein. Et la CASC, elle utilise ce terrain. Et la commune n'avait pas ce terrain. Donc il a fallu trouver un autre tracé. On en a demandé à gauche, à droite, ce n'était pas possible. Et à la fin, on est arrivé, on a dit on va contourner maintenant là. C'est même une départementale qui rejoint l'existence de l'X1 qui va à Crosby. Et donc elle va être perpendiculaire à la route et ça revient énormément cher, mais on va la réaliser avec toutes les contraintes, mais aussi toutes les sécurités qui s'imposent. Ça va être le tronçon le plus cher du coup sur le territoire de l'Agglo. On ne va pas parler argent puisqu'on veut rendre service à nos concitoyens. Mmh. Alors, on évoque souvent les plus de 200 km de pistes cyclables de l'Agglo, mais on l'a évoqué, il y a pour ainsi dire rien dans Sarreguemines et la grande majorité des tracés de la CASC sont appropriés pour du tourisme et du loisir, pas vraiment pour les déplacements du quotidien. D'ailleurs, sur le site internet de l'Agglo, les itinéraires cyclables sont dans le chapitre tourisme, pas dans le chapitre mobilité. Alors, est-ce que la communauté d'Agglo est prête à prendre un nouveau virage et à aménager des itinéraires cyclables, par exemple dans Sarreguemines? Ah ben non, parce que là, c'est une histoire de compétence, n'est-ce pas Marc? Il ne me contredira pas. Là, quand les pistes cyclables, quand la compétence a été installée, la communauté d'Agglo, tous les conseillers communautaires ont délibéré, on va dire, c'est pour relier les communes entre elles.
Et voilà ce qu'on a fait. On n'a pas tout à fait terminé. Il nous reste encore notamment l'Ixin, il reste Kalausen. Et quand ça sera terminé, bon, ben, ça c'est pour les artères principales, mais c'est ça notre vocation à nous pour le moment. Donc, quand on a dit tout à l'heure avec plaisir qu'on s'est associé pour l'étude, évidemment. Franchement, parce que c'est pas contradictoire, mais pour le moment, cela ne nous est même pas autorisé, on n'a pas la compétence. Oui, alors, si vous me permettez sur le sujet, oui, on partage l'étude, on partage aussi l'analyse, qui était celle de M. Gentil, de dire que globalement, les pistes 200 km, la communauté d'agglo a fait un énorme effort qui tourne autour de la ville. On se rend compte que la ville, qui fait partie aussi de la communauté d'agglomération, a réfléchi, a discuté avec la communauté pour qu'on trouve des éléments pour avancer. Dans la ville, il y a certaines destinations, c'est-à-dire quand on arrive de l'extérieur, qui relèvent de l'intérêt communautaire. Et puis, il y a ce qui relève de l'intérêt urbain. Donc nous ferons un travail commun, il y aura une réflexion qui nous permettra à chacun de voir ce qui lui permet d'être dans ces textes, puisqu'il y a l'intérêt communautaire, puis il y a ce qui est d'intérêt de la ville. Donc ça, c'est un travail qui est encore à faire. C'est aussi un des prolongements pour nous de l'étude que M. Ferretti nous a présentée et qui va nous aider à cerner un certain nombre de destinations. Vous voyez, par exemple, l'Office du tourisme, vous évoquiez la question du tourisme. L'Office du tourisme est bien dans Sarreguemines. Donc si vous êtes touriste, par exemple, qui vient de Sarrebruck, à vélo à Sarreguemines, votre objectif, c'est d'aller voir l'Office du tourisme pour récupérer ceci ou cela. L'Office du tourisme, dont je rappelle, qui loue des vélos aussi. Donc, et même des vélos électriques. Et même des vélos électriques. Donc vous voyez que nous avons déjà un peu anticipé par rapport à cela. Il y aura une répartition des rôles. Effectivement, comme le disait Gaston, il y a des règles à respecter pour les uns, pour les autres. Mais je pense que ce n'est absolument pas insurmontable. Il y aura une qualité de discussion et les utilisateurs, bien sûr, que ce soit dans la perspective de la communauté d'agglo ou de la ville, seront entendus pour les éléments de solution qui seront proposés. Et puis, je partage aussi ce que disait M. Ferretti avant. Ce qu'on pourra proposer, que ce soit la communauté d'agglo ou la ville, est tributaire de l'urbanisme. Il ne faut pas l'oublier, il y a des éléments de contrainte. On a dit, il y a des nœuds où finalement tout se croise. Comment est-ce qu'on va le faire? Et puis, à court terme, pour nous, pour intégrer de suite, Gaston disait, objectif 2024, qu'est-ce qu'on peut faire en 2024? Eh bien, pour ça, on a besoin de l'étude, et puis on a besoin du comité, parce qu'à des endroits très précis, lorsqu'on va renouveler du mobilier urbain, lorsqu'on va redessiner une rue, je pense notamment à la traversante, qui est par exemple la rue de Schneider, rue nationale pour l'instant, qui sera refaite dans les prochains temps, eh bien là, on aura vraiment la nécessité de voir comment on connecte tout ça. Aujourd'hui, je ne voudrais plus être à même de refaire, enfin être dans la situation de refaire une rue, sans tout de suite intégrer ce qui ressort de l'étude qui a été faite et de la consultation du comité. Alors, justement, on le comprend bien qu'il va y avoir encore beaucoup de discussions, d'interactions, et tout va aussi déjà se baser sur cette étude. Et du coup, justement, je voudrais savoir au niveau de la GURAM, quelles sont vos premières préconisations, alors qui seront suivies intégralement ou pas, mais vous, qu'est-ce que vous préconisez dans cette étude ? Alors, qu'est-ce qu'on préconise ? Tout d'abord, on va parler plutôt infrastructure. Déjà, la première chose, et je vais rebondir sur ce qui a été dit avant, ce qui est important, c'est déjà, on parle de culture vélo, mais on parle aussi de culture projet. Et ça, c'est très important, là, ce qu'on vient de dire, le fait qu'il y ait autant d'acteurs autour de la table, c'est de pouvoir concerter pour, dès lors qu'il y ait des travaux d'aménagement, que tous les différents parties prenantes, gestionnaires de voirie, soient concernés et sachent qu'il y ait des projets. Déjà, ça c'est vraiment important parce qu'on l'avait évoqué au début, on était plutôt dans des logiques d'opportunisme. Il y a des travaux sur une rue, on fait un aménagement ou pas, mais ce n'est pas réfléchi de manière globale. Là, l'avantage d'un schéma cyclable, c'est de donner vraiment une stratégie là sur 10 ans. Donc déjà, d'avoir des grands principes, en sachant que sur 10 ans, par exemple, tous les itinéraires de voirie qu'on a vus, on sait très bien que tout ne pourra pas être réalisé. Donc après, c'est de donner des priorités. Alors en termes de priorités, en termes de préconisation, deux choses nous ont semblé importantes. Alors on va revenir déjà sur les grands enjeux. Traversée de la Sarre.
apaisement du centre-ville, on l'a vu. Le centre-ville qui est traversé par des flux de transit quand même assez importants, malgré l'apaisement qui est déjà en cours. On a déjà deux zones qui sont plus ou moins apaisées, le côté Généraux Crémer, rue de la Chapelle, et le côté place de l'Église, là, qui est en travaux actuellement. Mais donc on a su le transit tant rue Schneider que rue de la Chapelle et rue Crémer. Donc ça, c'est vraiment un des gros enjeux, c'est-à-dire d'arriver à desservir le centre-ville à ses quartiers périphériques en toute sécurité. Alors en toute sécurité, plusieurs choses nous semblent pertinentes. La première, ce serait d'apporter une réponse à court terme qui permette de sécuriser la pratique cyclable existante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce serait assez simple à mettre en œuvre et l'avantage, c'est de proposer des alternatives via des itinéraires justement plutôt secondaires, pas sur les grands axes, mais qu'on peut rapidement aménager sans des aménagements trop coûteux pour avoir des jonctions entre nos principaux pôles générateurs. On pense aux pôles scolaires ou sportifs, notamment du côté de Beau-Soleil, côté sud. On pense côté nord plutôt à la piscine communautaire sur la Bliss ou les équipements communautaires en construction le long de l'avenue de la Bliss également, le lycée et le collège Simon-Salzar. Et de l'autre côté, on pense à la zone commerciale. Vraiment les déplacements du quotidien. L'idée, ce serait d'avoir un réseau jalonné qui vous indique, où vous ne vous posez pas de questions. Que vous soyez cycliste, vous pouvez le suivre facilement et vous êtes en sécurité, notamment en section courante, mais en traversée, c'est-à-dire vous croisez peu de voitures. Là, on peut envisager de la mixité si on utilise des axes secondaires. Par contre, et c'est là où on insiste, c'est que ça, c'est une stratégie à court terme. Elle nécessite peu d'aménagement parce que le vrai besoin sur la ville, c'est d'aménager les axes structurants. C'est l'avenue Foch, c'est la rue de la Montagne, c'est de connecter le réseau de la Casque au centre-ville. Et où là, il faut beaucoup plus de sécurisation. Il faut beaucoup plus de sécurisation, donc on sera essentiellement sur du site propre, des aménagements capacitaires justement, donc séparer des voitures et des piétons aussi. Vraiment pourquoi ? Parce que quand on crée des aménagements mixtes, on crée du conflit entre les piétons et les vélos. Ça a souvent été le cas, hein. Plutôt que de prendre la place sur la voiture, on a pris la place soit sur les piétons, soit sur les espaces verts, pendant des années. Aujourd'hui, l'idée, c'est plus de faire ça, parce qu'on se rend compte dans les villes qui sont pionnières que ça crée beaucoup de problèmes, notamment de cohabitation. Et ensuite, on voit donc ici qu'on a largement l'emprise pour faire les choses. Typiquement, rue Clémenceau et Foch, on a de l'emprise. Et on a des biais de par la manière dont est conçu le réseau viaire. Par exemple, la rue Clémenceau, les vitesses sont très élevées. Et même pour un piéton, le fait de vouloir traverser la rue est très compliqué. Le fait qu'on ait deux voies descendantes génère un sentiment de vitesse, en tout cas, qui est important. Et s'engager est très, très insécurisant. On l'a encore vu ce matin en vélo. Rien que traverser l'avenue Clémenceau est compliqué. Donc, par exemple, ces itinéraires alternatifs qui vont traverser ces axes nécessiteront sécurisation de ces endroits. Et donc, dans le futur, par contre, c'est des emménagements c'est des endroits, le pont de l'Europe, le pont des Alliés, qui nécessitent une sécurisation. Le pont de l'Europe, aujourd'hui, qui est une liaison phare de la Casque, implique de passer sur des trottoirs. C'est non réglementaire pour les cyclistes. Et on a 3 voies pour les automobiles à sens unique. Donc, il y a un vrai enjeu. Par contre, on a une complexité du réseau viaire qui fait que ça va nécessiter un temps d'études complémentaires, notamment de circulation. Parce que l'idée, ce sera de voir que les aménagements proposés, c'est-à-dire insérer un site propre, très bien, mais de quel côté ? Et surtout, si on l'insère, quels sont les conflits avec les bretelles, ce qu'on appelle le cisaillement, c'est-à-dire les points d'interaction entre la voiture et le cycliste ou les piétons. Est-ce que je suis assez visible ? Est-ce que c'est sécurisé ? Et donc ça nécessitera vraiment une refonte totale. Parce qu'on ne l'a pas trop évoqué, on a juste dit qu'il y a un problème de franchissement de la Sarre, mais il y a toute une organisation qui est complexe, puisque si vous voulez traverser la Sarthe en automobile, surtout en automobile, vous avez les 2 ponts alliés Europe qui sont à sens unique, et les rues Chaussée Louvain côté sud et rue Gégère qui font une sorte de grand giratoire. Et donc, à partir du moment où vous voulez insérer un aménagement là-dedans, ça nécessitera, là, je pense, vraiment une étude complémentaire de circulation en disant, OK, on étudie, si on fait passer la piste cyclable plutôt à droite sur Foch, quelles sont les interactions avec les flux de trafic, est-ce que c'est toujours compatible ? En sachant que là, l'idée, ce sera vraiment d'insister aussi sur du report modal. Parce qu'en fait, l'important, et c'est souvent ce qui est omis dans les études de trafic, c'est qu'on a toujours un logiciel très automobile, c'est-à-dire on se dit, on fait un aménagement, mais on considère toujours le trafic automobile au même niveau. L'important, c'est vraiment d'aller sur ça et d'aller réduire un peu le trafic automobile, parce qu'aujourd'hui, dans le trafic automobile existant, on a des déplacements qui font moins de 500 mètres, moins d'1 kilomètre, de par l'infrastructure, de par l'urbanisme. Étant donné qu'aujourd'hui, on n'a pas d'aménagement, prendre le vélo est difficilement concevable pour bon nombre de citoyens, et voire même à pied, on se dit mais c'est pas possible. Et en fait, on se rend compte que les distances sont très courtes, tant du lycée de Pange
que, par exemple, au lycée nominé, on est sur des distances très faibles qui peuvent être largement pratiquées à pied ou en vélo. Mais aujourd'hui, de par l'état existant hérité de la ville, hérité de 60 ans d'aménagement en faveur de la voiture, c'est peu concevable. Donc voilà, donc vraiment la stratégie, c'est un des itinéraires alternatifs peu coûteux qui permettent de sécuriser l'existant, d'inciter certaines personnes à le prendre, mais on ne vient pas contraindre la circulation, donc le report modal est faible. Et le deuxième, c'est plutôt apaiser la circulation, permettre aux piétons de traverser plus facilement, rendre le centre-ville plus agréable aussi, parce qu'aujourd'hui, rue de la Chapelle ou rue des Généraux Crémer sont en zone de rencontre. Mais une zone de rencontre, en théorie, le piéton peut marcher au milieu de la chaussée. Aujourd'hui, à certaines heures, c'est quand même très compliqué de par la densité du trafic. En fait, on a des rues, là notamment sur cette rue du centre-ville, qui sont aménagées en traitement à plat, qui sont très bien justement pour une zone de rencontre, mais le flux de voitures n'est pas compatible. Elle ne permet pas justement aux piétons et aux cyclistes de se déplacer en sécurité. Donc voilà, il y a des solutions comme ça. En tout cas, en termes de préconisation, c'est ce qu'on fera. Et justement, c'est ainsi, en procédant ainsi, on pourrait se réserver la capacité, en tout cas les collectivités, d'investir dans des aménagements qualitatifs sur les grands axes. Parce qu'un des biais, souvent, c'était de faire des aménagements plus petits, en se disant, bon, on ne va pas trop changer les choses. Mais en fait, ça ne répond pas à la problématique. Il faut une révolution. Donc il y a toute cette prise de conscience, il y a encore beaucoup de discussions à mener, des études à compléter sans doute. Mais même après, une fois que vous aurez décidé ce que vous voulez faire, il va falloir trouver des financements. Alors, il me semble qu'il n'y a plus de fonds européens pour les pistes cyclables, parce qu'à l'époque, ça avait été bien utile pour la communauté d'agglo de pouvoir bénéficier de fonds européens. Mais d'un autre côté, il y a l'État qui a lancé en mai dernier un plan vélo doté de 2 milliards d'euros. Et puis en juin de l'année dernière, la région Grand Est a dévoilé son tout premier plan vélo. Il y a d'ailleurs un webinaire qui est organisé début décembre suite à un voyage d'études dans plusieurs villes flamandes. Alors Marc Zingraf, dans tout ça, qu'est-ce qu'on peut espérer du plan vélo de la ville de Sarreguemines ? Financé comment et surtout à quel horizon ? Écoutez, de toute façon, la ville de Sarreguemines, comme la communauté d'agglomération, on ira chercher tous les subventionnements possibles. Sur la région, effectivement, il y a plus d'une centaine, plus de 120 millions que la région dirige sur la question du vélo. Le département a un dispositif, un plan vélo aussi. Enfin, tout le monde a aujourd'hui un plan vélo. C'est clair qu'on fait partie des villes qui ont pris position dans ce secteur-là et on va aller chercher ces subventions. Maintenant, on va établir des priorités. Il y a effectivement des priorités. Et puis, il y a des priorités qui sont purement matérielles. On l'a dit tout à l'heure, il faut des espaces dédiés au vélo. Il y a des endroits où, d'emblée, on va réfléchir vélo en faisant tout de suite, en mettant le projet sur le papier. Je pense à la ZAC des faïenceries. Là, le vélo sera présent au moment des premières discussions et on aura la possibilité, on a même évoqué déjà à certains moments, peut-être une passerelle ou un pont dédié au vélo, ce qui permettrait d'ailleurs de remédier à la question de Steinbach dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire comment arriver à passer à certains endroits. Donc, on aura des moments extrêmement importants, extrêmement structurants là-dessus. Avant cela, il y a à faire de la pédagogie, expliquer. On parlait des espaces partagés. Combien de Sarregueminois savent que le vélo peut emprunter les espaces partagés dans les deux sens ? J'ai énormément de courriers sur ce sujet, donc on voit bien que la culture vélo, elle se construit petit à petit. On va continuer à construire cette culture-là. Puis après, il y a des réponses pragmatiques à apporter. La place du marché qui vient d'être refaite, on n'attend plus que les arbres qui vont être plantés prochainement, mais il y a prévu un endroit pour les vélos normalement en haut, et puis dans sa partie plus basse, pour qu'on puisse accéder, puisque c'est une zone, la vieille ville, où c'est un petit peu moins dangereux de circuler en vélo, on parlait du flux tout à l'heure, bien pour qu'on puisse arriver à certains endroits. Donc il y a des étapes qu'on peut déjà intégrer de suite. À chaque fois qu'on intervient quelque part, il faut apprendre à penser vélo. Voilà, donc effectivement, on n'aura pas toujours autant de flux de voitures, même si je pense qu'aujourd'hui, et ça c'est ma réflexion en tant que maire, mais je pense que la communauté d'agglo qui intervient beaucoup sur la question automobile partage ce point de vue-là, eh bien c'est que petit à petit, la voiture ne va pas disparaître d'un coup de baguette magique dans la nuit. Donc il faut effectivement faire ce que vous disiez, M. Gentil, tout à l'heure, apprendre à cohabiter plus intelligemment, apprendre à se partager l'espace, et puis peut-être aussi effectivement faire d'autres efforts que de simplement rentrer dans sa voiture pour se déplacer. Donc, mais ça se travaille, ça s'encourage. Par exemple, par des zones où on se retrouve pour aller travailler, on fait du covoiturage, par exemple. C'est des décisions qui font que la ville va mettre du parking plutôt
en périphérie, eh bien, pour inviter à faire le dernier kilomètre ou les dernières centaines de mètres ou même moins selon les personnes, eh bien, en vélo ou à pied. Donc ce sont toute une série de décisions qui sont nécessaires pour que se construisent petit à petit des réflexes plus éco-responsables et plus propices au vélo. Eh bien, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Je crois que la conclusion serait de dire que ça avance et dans le bon sens, mais qu'on est encore loin de pouvoir dire tout roule. Donc redoublez de vigilance quand vous êtes à vélo. Très bonne journée à tous. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde! Pour la journée de demain, le ciel sera plutôt couvert avec quelques faibles averses possibles, mais à certains moments de la journée, le ciel sera assez dégagé pour laisser place à de timides éclaircies. Côté température, les minimales iront de 0 à 3 degrés et les maximales de 5 à 7 degrés. Demain, nous fêtons les Catherines et il fera jour de 7h59 à 16h44. Passez tous une belle journée et un excellent week-end! Avec Chauffage d'Orkel, misez sur une entreprise locale, forte de 30 ans d'expérience, fiable et présente pour assurer la maintenance dans la durée. Panneaux photovoltaïques solaires, pompes à chaleur, chaudières pellet, au gaz ou au bois, nous nous occupons des dossiers d'aide et de rénovation globale. N'hésitez pas, demandez votre devis chez Chauffage d'Orkel. Le CFA BTP de Montigny-lès-Metz propose des formations dans tous les métiers du bâtiment et des travaux publics. Du CAP au métier d'ingénieur, trouvez la formation qui vous convient. Pour plus d'informations, visitez notre site web. L'Agglo ajuste et améliore sans cesse le nombre de ses bornes ainsi que la fréquence de leur vidage. Mais surtout, ne jetez pas de sacs pleins ni de cartons pliés car cela fait perdre beaucoup de place dans les bornes. Quand les bornes sont pleines, il ne faut surtout pas laisser vos déchets au sol parce que comme vous le voyez, les véhicules ne sont pas équipés pour récupérer les sachets individuels. En plus, ça incite les gens à faire la même chose. Lorsqu'une borne est pleine, nous vous conseillons de vous diriger vers une autre borne. Afin de connaître les emplacements les plus proches, vous pouvez utiliser l'application mobile du SIDEM, la SIDEM App. Vous pouvez également communiquer l'information à l'Agglo en téléphonant au numéro vert inscrit sur toutes les bornes. Le tri évolue. Pourquoi pas nous ?